Excellence et Ali. Donc merci d'abord pour cette invitation. Donc je suis assez d'accord avec mon voisin qui dit que c'est très important de regarder certains aspects purement, entre guillemets, pratiques. Parce que déjà commencer à résoudre ces aspects pratiques est peut-être le début d'un processus qui peut finalement conduire à la paix. Et donc l'eau, évidemment, étant la question fondamentale dont je vais essayer de vous parler. Alors, en réalité, la question n'est pas l'eau, mais plutôt évidemment l'accès à l'eau douce. Alors, l'Asie du Sud-Est, d'abord, il faut le rappeler, est une région essentiellement donc semi-aride. Il existe bien sûr le poisson fertile, comprenant l'Irak, la Syrie, le Liban. Mais bon, pour la Jordanie, peut-être encore plus que pour toute la Palestine et Israël, la question de l'eau et l'accès à l'eau reste une question fondamentale, voire une question même de sécurité nationale, avec ce que ça de bien et ce que ça de terrible. Parce qu'au nom de la sécurité nationale, bien sûr, on applique des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'exception. Or, l'eau ne respecte pas les frontières tracées par les hommes. Lorsqu'une rivière coule dans deux pays, elle appartient à qui? Est-ce que l'Euphrate et le Tigre, c'est des rivières turques ou des rivières irakiennes? Il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a la Syrie aussi. Oui. Du coup, l'eau peut devenir source de conflit, instrument de domination et même arme de guerre. On le voit actuellement à Gaza, où depuis le 10 mars, donc Israël a coupé l'électricité, donc réduisant substantiellement la capacité de dessalement de l'eau de mer, le peu que les gens à Gaza peuvent en faire. Donc, Gaza survit maintenant avec des panneaux solaires et fait quelques milliers de mètres cubes d'eau douce par jour. Donc c'est un siège féodal il exprime clairement une intention de génocide, de ce point de vue-là. Alors, mais à l'opposé, l'eau peut être une source de coopération, sous condition que les uns et les autres, et je précise, s'engagent de bonne foi, à envisager un avenir partagé, soit dans le cadre de relations de bon voisinage, si on ne peut pas faire la paix, autant vivre en bon voisinage, soit dans la perspective d'un avenir partagé. Dans la région, c'est évidemment le Jourdain qui collecte les eaux provenant du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, et qui remplit donc la mer de Galilée, le lac Tibériade, principal réservoir d'eau douce de la région, quoiqu'il y a des sources salines à côté et en dessous, et quand il y a des sécheresses, en fait, quand le niveau de l'eau baisse, la salinité remonte d'une façon absolument spectaculaire. Alors, au niveau historique, donc, puisque tout le bassin dépendait donc, de cette mine d'or bleue qui était le lac Tibériade, en fait, depuis le début, surtout dans le projet de création de l'État israélien, toutes les guerres ont été à 90% motivées par des guerres pour le contrôle des ressources de l'eau. Alors, je dirais même que les plans pour aménager l'eau dans la région, du point de vue des pères fondateurs israéliens, existaient avant même l'État. Donc, ces plans sont aussi vieux que la déclaration de la guerre. Donc, le plus connu, c'est en 1920, l'hydrologue russe Pinas Rutenberg, qui fait le plan Rutenberg, où il prévoit la construction de 14 barrages hydroélectriques sur le Jourdain pour approvisionner toute la région d'électricité. Alors, je me rappelle que la vallée entre le haut du Jourdain, déjà le lac Tibériade, après la mer Morte, donc la mer Morte, elle est à moins 430 mètres. Et déjà Tibériade à moins 208 mètres. Donc c'est le deuxième lac le plus bas de la planète, après la mer Morte.
Donc, ce qui va très vite se faire, c'est que donc, en 1920, donc, il y a Pinas Ruttenberg, et donc il y aura la construction de 1932 et 1948. En fait, il y a un gros barrage qui va être construit sur les Yarmouk, qui est le barrage de Tel Or, Nayarim, donc sur la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Alors, dès le moment où, dès 1948, dès la fin de la guerre, première guerre israélo-palestinienne, en fait, Israël explique clairement que l'eau, on va la prendre, on va l'amener de l'autre côté. Et donc, on va baisser le niveau du lac Tibériade, ce qui fait que ce barrage, en fait, devient du jour au lendemain inopérationnel. Et il ne fonctionne plus. Donc, de 1932 à 1948, c'est terminé. Vous avez un barrage qui est mis à l'arrêt. Parce que, donc, à partir de ce moment-là, donc on imagine, les Israéliens vont imaginer le National Water Carrier, le fameux aqueduc national. Est-ce qu'il faut montrer les images ou pas? Alors là, voilà. Donc vous voyez donc tout en haut, vous voyez le lac Tibériade. Et vous voyez donc Israël va construire jusqu'en 1964. En fait, tout ce projet a été fait dans le plus grand secret. Ça a été, c'est de la folie ce qu'ils ont fait. Parce que les réactions politiques, évidemment, ont été proportionnelles à leur propre folie. C'est-à-dire que le rêve de Ben Gurion, bien sûr, c'était donc de faire fleurir le désert. Encore aujourd'hui, 60% d'Israël est le désert. Disons, 85% de la population vit entre Tel Aviv, Jérusalem et sur le littoral. Mais pour moi, Israël est essentiellement un pays complètement sous-développé. Alors, donc, le National Water Carrier donc, va amener l'eau. On va même le prendre justement à l'endroit où il n'y a pas encore l'entrée des eaux salines dans le lac Tibériade. Et on va le faire monter tout le long de la côte jusqu'en bas, quasiment jusqu'à Beersheba. Voilà. Alors, quand on est évidemment, tout cela crée, disons, du coup, ça crée évidemment, du point de vue des pays arabes, ils sont dans un double défi. D'un côté, ils disent c'est notre eau, parce que c'est l'eau qui vient de Syrie, du Liban, de Jordanie, qui va là, en fait, favoriser l'implantation des populations juives. Donc, c'est un danger, c'est un truc qu'il faut empêcher. Donc, d'abord, il y a un projet donc, de diversion, de dire on va empêcher même que l'eau arrive dans le lac Tibériade, parce qu'on veut empêcher les Juifs d'en profiter. Donc, on fait un plan à côté et on essaie surtout d'alimenter un autre cheminement qui est devenu aujourd'hui le canal du roi Abdallah, qui est le canal donc, du Gore oriental, et donc littéralement autour du lac Tibériade. Alors, on va passer toute la soirée à donner tous les détails des guerres. Il y a eu même des attentats, il y a des gens, des Palestiniens. Israël a été bombardé, la Syrie, pour empêcher qu'il y avait ce plan de diversion. Les Palestiniens sont allés détruire disons, c'était une source de conflit alors absolu, permanent. Alors, à l'époque, en plus, il y avait Nasser. Donc les Américains vont réagir parce que l'essentiel de leurs hydrocarbures venait de l'Arabie Saoudite, et que si l'Égypte entrait dans le jeu, pour les États-Unis, l'instabilité de ce conflit israélo-palestinien devenait aussi très important. Donc en 1952, vous avez Eisenhower, qui va donc envoyer Eric Johnston, qui est quelqu'un du cinéma, qui était un peu comme Witkoff aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui ne connaissait rien, mais qui savait faire des deals. Et donc il va là-bas, il a dans sa poche un plan qui a été fait par les anciens de la Tennessee Valley Authority. Donc au moment du New Deal, les États-Unis qui préparaient la guerre, ils avaient besoin d'aluminium, ils avaient besoin d'agriculture, ils avaient besoin d'eau.
Ils ont fait des gros barrages, 4 coins des États-Unis, de l'électricité, de l'eau pour l'irrigation, de l'électricité pour faire de l'aluminium, pour faire les équipements pour la guerre. En tout cas, ces gens-là ont certaines compétences. Et ils sont venus, ils ont fait un plan de rééquilibrer, d'aménagement de l'ensemble de la vallée du Jourdain, avec un proportionnement et des quotas extrêmement favorables aux pays arabes. À ce moment-là, les commissions techniques sont réunies, israéliens et tous les partenaires. Les commissions techniques ont validé, ça a été bloqué par la Knesset. Et ensuite, le comité technique, la commission technique de la Ligue arabe avait validé, et finalement la Ligue arabe a rejeté, en disant accepter qu'il y a un plan d'aménagement de l'eau dans la région, ça veut dire de facto reconnaître qu'Israël existe. Donc on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que pour... comment dire, pour qu'il n'y ait pas la paix, ben on fait sûr on crée les conditions, on refuse la coopération en pensant que c'est bon pour la paix, mais en fait on crée les conditions pour la guerre. Et donc ce schéma, ce sera en fait je m'éloigne complètement de mon texte, mais c'est pas grave. Donc ce schéma sera complètement, en fait ça va se refaire. Donc il y a une certaine, ça se calme un peu, mais ensuite donc, et même en 1967, donc au mois de mai, d'un côté il y a le président Kennedy qui a un gros problème d'eau aux États-Unis, et il y a une grande découverte qui s'appelle le dessalement de l'eau de mer. Donc le principe d'osmose inverse, on le connaissait depuis la Vénolée en France, au moment de la Révolution. Mais dans les années, il fallait attendre l'invention des membranes qui permettent réellement le dessalement. Et les États-Unis ont commencé à travailler là-dessus. Kennedy avait fait des équipes dédiées, parce que la Californie, etc., il y avait un gros problème aux États-Unis. Donc ils ont vraiment mis le paquet. Et là, vous voyez que comment une invention technique en fait, peut changer aussi la donne, puisque ça change les données matérielles. Donc, du coup, ça déplace le débat et ça rend des choses possibles qui avant étaient impossibles. Et donc, en mai 1967, vous avez une grande conférence aux États-Unis qui s'appelle Water for Peace, l'eau pour la paix. Il y a plus de 4000 délégués, il y a 95 pays représentés, il y a les Israéliens qui sont là, les Palestiniens, etc. Il y a des idées fantastiques. Et 15 jours plus tard, vous avez la guerre de 6 jours. Donc alors, après la guerre de 6 jours, vous avez Lewis Strauss, qui était le patron de la commission d'énergie atomique aux États-Unis, qui avait travaillé avec Kennedy, qui a travaillé avec Alvin Weinberg. Il y avait aussi des gens, les amis d'Oppenheimer, qui voulaient quand même montrer que l'atome, c'était pas qu'un les bombes atomiques, on pouvait aussi même utiliser le nucléaire pour le dessalement. Et il y a des projets très impressionnants qui ont été faits à cette époque. Et donc, après la guerre de 6 jours, donc il y a Lewis Strauss et Eisenhower publient un grand article appelant donc à la création d'unités de dessalement, même nucléaires, dont une à Gaza, qui était sous mandat égyptien à l'époque, une à Gaza, une en Israël et une en Jordanie. Et vous avez également... oui, la Canada. Sur la mer Rouge. Et vous avez le 18 juillet, Edmond Adolphe de Rothschild, dont 2 lettres Times de Londres, qui demande la même chose, et qui dit qu'il faut pas seulement que ce soit israélien, palestinien ou américain, il faut que Russes, Français et Américains se mettent à travailler ensemble pour résoudre. Ils disent qu'il y a 2 problèmes. Si on ne les résout pas, on aura le conflit en permanence. Le premier problème, c'est l'eau. Le deuxième problème sont les réfugiés juifs et palestiniens. S'ils n'ont pas d'eau, il y aura la guerre. Donc, malheureusement, évidemment, dans la famille Rothschild, il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme Adolphe.
comme Edmond Adolphe à l'époque, et qui pense plutôt d'utiliser le conflit comme un levier géopolitique pour des vues absolument au niveau mondial. C'est une autre affaire. Mais dans la même année, en 67, la Rand Corporation, qui est donc le grand think tank américain financé par le Pentagone et le complexe militaire industriel, publie une étude signée par Paul Wolfowitz, que tout le monde connaît pour sa brillante carrière en tant que conservateur. Les gens qui ont fabriqué les mensonges sur les armes de destruction de masse en Irak pour justifier une guerre totalement dingue en Irak. Wolfowitz donc fait une grande étude et dit oui, dessaler l'eau de mer, c'est bien gentil, mais il y a quand même la deuxième loi de la thermodynamique qui montre que tout ça n'est pas rentable. Et quelques années après, le même Wolfowitz a dit en fait j'ai menti. J'ai fait des études pour ça, donc. Et en fait, mon sujet, c'est que je voulais absolument empêcher que la Jordanie ou Israël ou que l'Égypte puisse accéder au nucléaire civil. Parce que si tous les... et c'est pour ça qu'Israël, Netanyahou, il faut le savoir, c'est l'homme qui a annulé le programme nucléaire civil en Israël. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez un programme nucléaire civil, vous devez accepter le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui n'est pas du tout agréable. Deuxièmement, si Israël ou d'autres pays, les autres pays vont s'en doter, etc., etc. Donc, entre-temps, sur le terrain, donc dirait nos voisins, les gens ont soif. Et sur le terrain, en fait, donc il y a deux choses. C'est que d'abord, vous avez ce qu'on appelle le nexus eau, nourriture, énergie. Et que si vous voulez, sans eau, pour avoir de l'alimentation, il faut avoir de l'eau. Mais pour avoir de l'eau, il faut avoir de l'énergie. Parce que l'eau, une fois que vous avez épuisé ce qui est naturellement disponible, pour créer de l'eau, il va falloir dépenser de l'énergie. Par exemple, dans le dessalement. Aujourd'hui, Israël dépense 10% de sa consommation d'électricité pour le dessalement, qui lui donne 50% aujourd'hui de l'eau potable en Israël. Maintenant, je dis ici, pour la géopolitique, version extrême britannique, et des gens comme Wolfowitz, les hommes sont comme des lapins. Vous mettez un gentil couple de lapins sur une île, et qu'est-ce qu'ils font? Les lapins, ils lapinent, et dans un temps record, ils vont manger tout l'herbe sur l'île, et ils vont tous mourir ensemble. Voilà. Heureusement, les hommes ont quelque chose de plus que les lapins, la créativité. Personne n'a vu jusqu'à maintenant des lapins irriguer le désert ou construire des avions pour partir ailleurs. Prenons donc conscience de nos capacités spécifiquement humaines. Alors sur le terrain, les Israéliens, tout en renonçant au nucléaire, toute la communauté scientifique mondiale s'est penchée sur la question de l'eau. Et donc il y a 4 grands axes qui ont permis de tenir le coup. Ces grands axes, c'est premièrement la collecte et le recyclage grâce à 120 stations d'épuration d'eau de toutes les eaux sales, grises et usées pour être utilisées et réutilisées pour l'irrigation. Ce taux est aujourd'hui de plus de 80% en Israël, alors il n'est que de 12% en Espagne, de 8% en Italie et de moins de 1% en France. Oui, parce qu'on pense que de toute façon il va pleuvoir, donc on n'a pas besoin de recycler les eaux usées ou de collecter les eaux de pluie, etc. Du coup, Israël est devenu un pays économe en eau. La chasse d'eau à double débit est une invention israélienne. Ça peut paraître futile, mais ça a permis d'économiser des millions de litres d'eau. La consommation d'eau par habitant en Israël est parmi les plus basses de l'OCDE. Deuxième grand axe de développement, le développement d'une agriculture, ce qu'on appelle une agriculture de précision. Vous savez, quand vous irriguez, c'est une grande reproche qu'on fait aux Israéliens qui ont tout fait pour empêcher les Palestiniens d'avoir les technologies pour le faire, et qui disent vous irriguez comme à l'Antiquité. C'est-à-dire que vous arrosez vos plantes, voilà, vous avez 50% de l'eau qui part dans le ciel par l'évaporation. D'accord? Donc, d'abord, on peut faire donc, du goutte à goutte au niveau du sol. On perd encore.
Et puis ce qu'on fait, on fait du goutte à goutte dans le sous-sol. On fait maintenant du goutte à goutte, hein, à moins 40 cm. Et maintenant même, les chercheurs actuellement connaissent même le langage des plantes. Dès qu'on sait une tomate, à un moment donné, elle envoie un signal en disant « je veux de l'eau maintenant ». Et si vous irriguez la tomate, mais ce n'est pas à la bonne heure, bah, elle ne boit pas. Voilà. Donc, là, je ne suis pas dans la science-fiction. Hein. Ça a été fait. Donc, il y a des équipes à Beersheba, il y a des chercheurs africains, russes, israéliens, etc. Mais c'est des choses importantes. Si on veut résoudre le problème de l'eau, c'est pas seulement multiplier la quantité d'eau disponible, c'est aussi d'améliorer son efficacité. Moi j'ai vu ça en Afghanistan, vous avez les Ouzbeks, les Kirghizes et les Afghans qui se battent pour la Moudaria, mais la Moudaria il va au Turkménistan et bah, voilà, ils vont inonder les champs comme si c'était une piscine. Donc il y a une perte, l'humanité pourra résoudre énormément de problèmes si vraiment ce problème de l'eau soit vraiment bien, si on investit dans une modernisation des capacités d'irrigation. Et ça, c'est un ingénieur polonais, Cynthia Blas, qui donc a inventé donc, en Israël cette notion de l'économie de l'irrigation de précision. Le troisième point, c'est donc le dessalement de l'eau de mer, ça j'en ai parlé, rendu possible par le procédé d'osmose inverse, grâce à la mobilisation de la mission Kennedy. Depuis 1999, Israël a construit 5 grandes installations. Oui, là vous les voyez là. 5 grandes installations d'osmose inverse à Ashkelon, Palmachim, Hadera, Sorek et Ashdod. Et 6 usines de dessalement doivent ouvrir bientôt. Actuellement, le dessalement fournit environ 50% de besoin en eau. Là aussi, Wolfowitz a en fait engueulé Israël en disant bon, vous faites ça, c'est très bien, mais ça c'est juste pour vous. Hein. Il ne faut surtout pas le faire ailleurs. Il ne faut pas que ce devienne un modèle, surtout pas même pour les États-Unis. Bon. Alors, là-dedans, il y a un autre facteur qui va jouer, et ça va adresser le lecteur, c'est que le Bureau central des statistiques d'Israël prévoit que la population va passer de 9,5 millions à 15 à 25 millions en 2065. Donc à ce rythme, Israël devrait dessaler jusqu'à 3,7 milliards de mètres cubes par an contre 0,5 milliards de mètres cubes aujourd'hui. Répondre à la demande donc, de 2065, ça voudrait dire construire 30 nouvelles unités de dessalement. L'augmentation du dessalement entraînera toutefois une hausse de la demande d'électricité parce que ça consomme de l'électricité. Et le quatrième, donc on a le recyclage des eaux, agriculture de précision, dessalement de l'eau de mer. Et le quatrième point, évidemment, ce sont les projets de transfert d'eau, soit de la mer Morte, soit de la Méditerranée vers la mer Morte, soit de la mer Rouge vers la mer Morte. Alors, là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y avait en 1975, donc il y avait pas mal d'études de faisabilité qui ont été faites, notamment aussi en permettant de récupérer de l'énergie, parce que vous laviez de l'eau salée au bord de la mer Morte, vous le mettez dans un réservoir et vous faites un puits où l'eau fait une chute de 400 mètres, vous mettez une turbine en bas. Il y en a une comme ça en France. Vous avez la puissance d'une centrale nucléaire, en fait, rien que par ça. Une fois qu'elles sortent, alors moi, mon projet, j'ai travaillé là-dessus avec des Turcs, des experts turcs et israéliens, c'est qu'on peut carrément, complètement repenser l'exploitation des minéraux de la mer Morte, qui normalement était un lieu de partage, c'est-à-dire une partie. Il n'y a pas seulement le sel, il y a la potasse, il y a le brome, il y a le lithium. En fait, la mer Morte, c'est pas juste une piscine pour les bobos de Tel Aviv. C'est une source de richesse. Donc moi, je suis pour qu'on repense le partage des richesses de la mer Morte. Je suis pour qu'on installe des usines de dessalement, mais même au-delà. Par exemple, on peut faire des petits réacteurs de haute température
c'est-à-dire qu'on aura aussi de la chaleur industrielle. On peut décomposer en fait l'eau de la mer morte et sortir l'eau douce, sortir les minéraux. Et donc il y a toute une modernisation en fait dans l'activité, je ne sais pas comment elle s'appelle, ça, minière, de récupération des richesses. Et donc, donc là c'est juste une carte qui a été faite sur les tracés possibles. Mais là on fait de nouveau. Donc en 75, grande étude allemande, en 81, vote aux Nations Unies où on interdit en fait à Israël de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on dit vous êtes l'occupant, donc vous devez vous occuper un minimum des territoires si vous occupez, mais par la loi, vous n'avez pas le droit de faire des infrastructures qui sont de nature durable. Donc une fois de plus, la même bêtise qu'on a fait avant, qu'on a fait en 45. Oui, en 49. On refait la même chose. Et qu'on s'est enfermé dans une structure juridico-légale, etc. Parce que, évidemment, les pays arabes, s'ils disent oui, on vote ça, ça veut dire reconnaître Israël. Et c'est là où mon argument est double, c'est-à-dire, au lieu de dire ça prouve qu'on ne peut rien faire, on peut simplement dire mais ça prouve que créer ces projets est consubstantiel à la création d'un État palestinien. Parce que quand on crée cet État palestinien, lui, il peut dire on veut ce projet, on le valide, et on devient partenaire dans un projet commun pour résoudre le problème de l'eau, qui va bénéficier à tout le monde. Donc avec M. Jacques Schminad et Lino Larouche, avec qui je coopère depuis une quarantaine d'années, nous avons mis au point, donc ça c'est les nouveaux tracés que nous avons faits, sur donc, la capacité au lieu de dessaler sur les bords, sur le littoral, parce qu'il faut quand même voir que le dessalement, ça crée des problèmes de pollution. Donc si vous prenez 100 litres d'eau de mer et vous dessalez, vous avez 48 litres, non, vous avez 52 litres d'eau douce et vous avez 48 litres de saumure. Vous les jetez dans la terre, vous avez Carthage, ce que les Romains ont fait. Si vous les jetez dans la mer, pour l'instant, les Israéliens l'amènent très très loin dans la mer pour espérer que ça passe. Mais par exemple dans le golfe de l'Arabie, parce que les Émirats ont 74 usines de dessalement de mer. L'Arabie Saoudite, encore plus. Et donc tous ces gens-là dessalent, ils rejettent, ils sont en train de détruire la biodiversité. Alors qu'avec le projet que je défends, donc à l'Institut Schiller, en fait, puisque la mer Nord est en train de disparaître, elle est à 27% de salinité. Donc si vous rajoutez de l'eau du saumure, vous lui faites une cure de jouvence. Donc on peut dessaler au bord de la mer Morte, sortir l'eau douce pour la Jordanie, pour la Cisjordanie, pour la Palestine, et bien pour tout le sud. Moi aujourd'hui, selon les sources palestiniennes, il n'y a pas 700 000 colons, il y en a probablement plus d'1 million. Selon les dernières nouvelles. Si avec ce projet, on peut amener de l'eau dans le sud d'Israël, dans le Negev, on peut offrir des loyers pas chers. Aujourd'hui, on offre des loyers pas chers pour amener souvent même des juifs assez pauvres de devenir colons et de se faire happer dans ce cycle de la haine. On peut leur redonner peut-être un autre avenir, effectivement par une relocalisation vers des activités agricoles, industrielles dans le Negev, si on y amène l'eau. Et donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu un projet qui coche toutes les cases pour apporter quelque chose de positif dans le débat, qui offre c'est un hôtel où on a une vue sur plein d'horizons, des choses possibles. Alors, en plus, j'ai pris le temps de relire, si vous lisez il y a l'annexe 3 de Oslo sur l'eau. Il y a surtout, encore beaucoup plus intéressant, donc ça c'est le traité de paix entre Israël et la Jordanie
de 94, donc l'article 6 sur l'eau, extrêmement complet, il y a 8 pages très très précis, donc, où les gens disent, voilà, on a un problème commun, c'est l'eau, on doit le résoudre ensemble, on doit le faire sans porter atteinte au droit de l'autre. Le droit de l'eau, c'est fondamental, etc. Et, alors, le problème, c'est qu'il y a eu, et il y a aussi même la déclaration sur Gaza et la Cisjordanie du 2 septembre 1995, qui est sur l'eau. Donc, malgré tout ce qu'il y a, disons, moi j'ai du mal à faire Oslo simplement parce que ça n'a jamais été appliqué en fait. Le problème d'Oslo, c'est qu'on n'a même pas appliqué 10% d'Oslo parce qu'il y a eu l'assassinat de Rabin. Et après, personne, tous ces gens-là qui nous donnent des leçons aujourd'hui sur l'Ukraine, etc., on n'a rien fait pour exiger que Israël respecte les traités qu'elle a signés. Et donc là, c'est l'appendice B sur l'eau et le traitement des eaux, parce qu'actuellement, à Gaza, les Gazaouis, ils jettent tous leurs eaux usines dans la mer. Alors le problème, c'est que vous avez des nappes phréatiques en dessous, et la nature, eux, ils pompent l'eau, et donc l'eau sale qu'ils jettent, l'eau des toilettes qu'ils jettent dans la mer, ben, ça rentre dans les nappes phréatiques, et ça retourne dans les verres d'eau qui sont en train de boire. Et c'est absolument... Mais donc vous avez des épidémies. Hein. Vous avez des épidémies. Et même aujourd'hui, on a des Israéliens qui sont en train de dire mais c'est tellement sale maintenant que ça va même perturber les usines de dessalement de l'eau de mer. Tellement les eaux usées de Gaza. Mais là aussi, je veux dire, monsieur a raison. Soyons au moins... Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des comités, il y a des Joint Water Commission, il y a des commissions, je vais conclure là, après on pourra prendre les questions. Il y a des commissions conjointes entre la Jordanie et Israël, entre Israël et les Palestiniens, sur l'eau. Pour l'instant, c'est saboté. Depuis 8 ans, tous les projets qu'ont proposés les Palestiniens ont été rejetés. Veto israélien. Tous les projets israéliens ont été adoptés. Moi, je serais prêt même à mettre un Américain, un Russe et un Chinois dans ces commissions sur l'eau pour garantir qu'il y a un regard extérieur et qu'on assure que ça se passe d'une façon honnête. Parce que la situation est tellement illégale, les Israéliens ont tellement la technologie qu'ils peuvent tout dominer, et donc c'est là qu'il y a un rapport de force à changer. Monsieur Lantelli, quoi.